me présente, mon nom est Geneviève Marcoux. Je suis enseignante à la commission scolaire de Laval. Et puis, je suis enseignante au 3e cycle depuis plusieurs années. Et la préoccupation des réseaux sociaux venait de toutes parts. Donc, arrivait beaucoup au niveau, par le niveau de mes élèves. Les élèves sont très habiles avec les réseaux sociaux, avec tout ce qui est cellulaire, iPod, etc. Et puis, je suis accompagnatrice à la commission scolaire de Laval depuis 4 ans pour le réseau Insertion professionnelle. Puis, les gens en charge de ce réseau-là m'ont demandé d'animer une formation, justement, réseaux sociaux pour former les nouvelles enseignantes. Alors, la formation a été donnée pour la première fois l'année dernière pour un petit focus group. Donc, on a animé avec des enseignants chevronnés pour qu'on puisse se dire les pour, les contre, etc., faire un test. Et puis ensuite, on a animé la formation auprès de jeunes enseignantes et la formule a changé. En fait, on l'a donné pour le primaire sur une journée entière. Le matin, c'était vraiment consacré pour l'éthique. L'éthique à travers les réseaux sociaux, l'éthique à travers l'utilisation d'un cellulaire, etc. Et puis, l'après-midi, c'était pour apprendre davantage sur les réseaux sociaux, l'utilisation qu'on peut en faire en classe, la bonne utilisation et les mises en garde, les dangers qu'on doit prévenir ou justement pour mieux encadrer nos élèves, etc. Donc, après la première journée de formation au niveau du primaire, des enseignantes du primaire, on a fait un réajustement. Alors, je vous explique, la formation se donnait à 16 participantes. Et puis, sur les 16, pendant la première heure, j'avais 9 participantes avec leur cellulaire sur la table. Donc, je donnais ma formation aux réseaux sociaux, tout ça, avec un cellulaire ouvert. Et puis, c'est ça, 9 participantes étaient en constante conversation virtuelle avec des gens qui n'assistaient pas à la formation. Ça m'a préoccupée énormément. Je me dis, bon, je me situe où par rapport à ça, surtout quand je parle d'éthique et des réseaux sociaux. Donc, au départ, je me suis dit, bon, le message va passer tout seul. Malheureusement, non. Alors, la prise de conscience, c'est que je me suis dit, la prochaine fois, quand je vais redonner la formation au niveau des nouvelles enseignantes, je vais vraiment préciser un peu mes attentes, mais je vais aussi leur faire passer un test de cyberdépendance. Donc, c'est pour ça que ça ne figure pas aujourd'hui, parce que je vais rebâtir une petite capsule de cyberdépendance qui va venir au début de la journée. Alors, je vais vous expliquer un peu le déroulement avec lequel j'ai procédé pour justement donner cette formation-là au niveau du primaire. Au niveau du secondaire, c'est sensiblement la même chose. Au lieu de s'étendre sur une journée complète, je le fais vivre sur une demi-journée, quand même avec des activités là, interactives où ils peuvent discuter en grand groupe. Alors, tout d'abord, la première journée primaire, on débutait par une activité brise-glace. Les enseignantes sont ensemble, tout ça. Et puis, ensuite, on discute. Je leur demande, êtes-vous pour ou contre les réseaux sociaux? Qu'est-ce que vous connaissez des réseaux sociaux? Et la plupart, les nouvelles enseignantes sont nées avec la nouvelle technologie. En fait, la première communication avec une nouvelle technologie, c'était l'échographie en 3D. Quand ils sont nés, eux sont nés avec la technologie. Donc, c'est fréquent et c'est naturel pour eux. Alors, c'est ce qu'on a fait. On a fait un tour, les pour, les contre, qu'est-ce qu'on en pense, et je les ai mis dans une mise en situation. Attendez, je vais juste... oui. Alors, c'est ça, j'ai fait une mise en situation pour les préparer à l'après-midi qui parlait des réseaux sociaux. Vous allez le voir, je vais vous le montrer plus tard. Alors, dans la documentation que vous avez présentement, vous avez tout le diaporama. Vous avez aussi les activités que j'ai fait vivre aux nouvelles enseignantes. Donc, ce ne sont pas entières, mais vous avez vraiment des pistes bien détaillées. Les enseignants chevronnés, eux, c'était beaucoup de découvertes, savoir comment intégrer les réseaux sociaux, tandis que les nouvelles enseignantes ont eu vraiment une approche, ce qui les a marquées davantage, c'est l'aspect éthique, l'aspect conséquence quand on utilise, l'aspect légal, jusqu'où je peux aller dans l'utilisation et jusqu'où je peux être réprimandée.
Et on a vraiment abordé la fréquence, l'utilisation de consulter ses courriels en présence élève. On a vraiment abordé des sujets qui, pour eux, étaient normaux, mais de recadrer. Et la commission scolaire de Laval est en train d'établir vraiment des règles claires sur l'utilisation de tout ça en classe, parce qu'on l'a vécu en contexte de formation, mais en classe, l'enseignante est seule avec ses élèves. Donc, de recadrer tout ça au niveau éthique. Alors, on va débuter. Je vais faire un tour. Alors, vous avez tout d'abord le premier diaporama qui est l'éthique à travers les réseaux sociaux. Je vais passer rapidement sur certaines diapositives. Alors, qu'est-ce que l'éthique? C'est un temps où vraiment on faisait le parallèle entre l'université, puis maintenant, quand on est vraiment de terrain, dans la pratique, qu'est-ce qu'on doit ajuster? Éthique de la profession, responsabilité et devoirs. Donc, on dit aux nouvelles enseignantes, vous avez des responsabilités, mais vous avez aussi des devoirs. Donc, exercer nos responsabilités de manière professionnelle, mais respectueuse de la personne, mais plus proche de nos valeurs de la profession. On fait un retour aux normes professionnelles. Ceci, en fait, qu'est-ce qui définit notre rôle? Alors, pédagogie, gestion de classe, c'est vraiment un bref rappel au début de journée. Mais là, on arrivait dans « il n'y a plus que ça ». Et ça, c'est une diapositive qui est venue marquer les nouvelles enseignantes. En fait, j'abordais avec eux que nous sommes toujours en service, peu importe l'endroit où on se situe. Et c'est une donnée pour elles qui était un peu abstraite au départ. Donc, on donnait des exemples. Je dis, vous êtes dans un après-ski, vous êtes en train de prendre un verre, vous dépassez la limite permise de boisson, etc. Vous êtes quand même en service. Si vos élèves vous voient, vous avez une répercussion, etc. Votre vie personnelle peut venir jouer et interagir avec votre vie professionnelle. Alors, d'où l'image de la grotte. On peut être au plus loin possible sur la planète en vacances. On a un rôle et oui, on peut être réprimandé. Et c'est ce qui a vraiment, c'est une diapo qui a vraiment percuté ou est venue vraiment jouer dans leurs émotions par rapport à discothèque ou en vacances. Donc, c'est vraiment, je vous dirais que sur cet aspect-là, j'ai passé beaucoup de temps avec elles à redéfinir tout ça et en leur donnant des exemples concrets. Surtout dans les médias, on en entend parler. Puis, leur réaction, mais oui, mais c'est ma vie personnelle. Mais on essayait de vraiment venir compléter tout ça. Alors, pourquoi, justement, on a eu des discussions, des débats? Bien, c'est que c'est une zone grise, hein? Il y a un certain inconfort. Il n'y a pas de directive claire puis précise. Donc, c'est ce que la commission scolaire de Laval tente d'essayer de définir de plus en plus pour, justement, les outiller et définir les limites. Il faut exercer un jugement critique devant les situations qui se présentent à nous, faire appel à notre discernement, puis ça dépend d'un paquet de facteurs. Et de plus en plus, l'immigration récente, tout ça, les différentes enseignantes, on vient d'un peu partout, notre éducation familiale, nos croyances, nos valeurs, etc. Je leur expliquais qu'est-ce que c'était de prendre une décision éthique. Avons-nous un code de déontologie? Donc, je faisais le tour avec eux des différentes lois qui nous encadrent. Alors, je les mentionnais. En fait, c'était un bref rappel dans notre avant-midi, la Charte des droits et libertés de la personne, Charte de la langue française, Code criminel, Code civil, Loi de la protection de la jeunesse et aussi la LIP. Et ensuite, qui sont des textes qui sont directement en lien avec notre profession, Code de vie de l'école, politique de la commission scolaire, programme de formation, déclaration de la profession enseignante, référentiel des compétences professionnelles. Alors, on arrivait à la conclusion que l'éthique, en fait, c'est être capable d'assumer une décision, puis de la proposer ou de l'expliquer à nos principaux intéressés, les élèves, les parents, les membres de la direction, nos collègues. Lorsqu'on est à l'aise à présenter notre décision à travers tout ça à tous ces gens-là, notre décision est sûrement éthique. On parlait de la non-intervention. Quelques exemples, faire semblant de ne pas avoir une demande d'aide auprès d'un élève, ne pas évaluer adéquatement, laisser les élèves sans surveillance, donner une partie du programme. Donc, je passe vite sur la partie éthique pour vraiment aborder les réseaux sociaux tout à l'heure. Et avez-vous déjà vécu une situation inconfortable? Et si c'était votre enfant? Si une situation se produisait, quelle serait votre décision? Donc, à la fin de l'atelier de la matinée,
on avait une activité qui était justement en lien avec les qualités professionnelles éthiques et les gestes qu'on peut poser en classe. Donc, on demandait aux enseignantes de dire à quel moment vous avez utilisé un bon jugement. On s'est dit, on va voir ça de façon positive au lieu de façon négative. À quel moment vous avez utilisé un bon jugement, dans quelle situation et avec quel geste concret? Parce que souvent, dans notre pratique, on fait plein de bonnes choses, mais ça passe des fois inaperçu. Donc, de centrer les choses sur le positif, le courage, l'ouverture d'esprit, l'humilité. Donc, plusieurs qualités professionnelles et on leur demandait en petits sous-groupes d'échanger et de se trouver une action ou un geste posé en lien avec ça. C'était un bref résumé de la première partie. Alors, je vais vous montrer une vidéo qu'on a choisi pour la deuxième section, qui était en fait pour illustrer l'école se situe où par rapport aux réseaux sociaux. Est-ce que votre école a pris des décisions? Est-ce que les membres de la direction ont vraiment dit est-ce qu'ils étaient pour, contre, si vous l'utilisiez en classe, les blogs, etc. Donc, c'est une image qui illustre bien tout ça. Alors, et voilà, c'était la mise en situation. J'ai plusieurs autres vidéos que vous-même, si jamais vous décidez de mettre en place une formation comme ça auprès de vos enseignants ou de votre commission scolaire, il y a des vidéos surtout au niveau du site Ado Parler Santé. C'est des vidéos chocs percutants. Si on a le temps ce matin, j'aimerais ça vous en montrer. C'est des vidéos qui parlent que par les images et par la façon dont le sujet est traité. Donc, les réseaux sociaux et l'enseignement. Au Québec, on a une ouverture d'esprit. Et puis, quand on fait des études aux États-Unis et on compare, aux États-Unis, ils ont décidé d'interdire en classe l'utilisation des réseaux sociaux complètement. Et puis, les études démontrent que ça a eu un effet inverse. Ici, on n'a pas de décision claire, nette et précise. Par contre, on se rend compte que des éduqués, de leur montrer comment faire la bonne utilisation. Et puis, en même temps, l'énergie, le temps qu'on passe dans les réseaux sociaux, si on est capable de le canaliser de manière positive, on peut faire des merveilles. Donc, c'est de voir les pour et les contre. Je leur fais faire une activité en début d'atelier et que je reprends à la toute fin. Enfin, je veux voir si leur perception, une fois qu'on a donné toute la formation, a changé, s'est modifiée. Alors, c'est des mises en situation comme ceci. Vous remettez en début d'année votre adresse courriel aux parents des élèves de votre classe afin d'assurer une meilleure communication parents-élèves, parents-enseignants. Et puis, voilà, un que celui-ci vous écrit sans cesse au sujet de son fils, mais de façon répétitive. Qu'est-ce que vous allez faire? Comment allez-vous intervenir? Donc, c'est des mises en situation. Vous possédez un profil Facebook. Un parent qui effectue beaucoup de bénévolat dans votre école demande ou désire devenir votre ami. Son enfant est toutefois pas dans votre classe. Que faites-vous? Donc, c'est des situations où les gens ont eu à discuter. J'en avais d'autres, je pourrais vous les nommer. Un élève de l'école écrit des menaces sur son profil Facebook sur un élève de votre classe. L'élève visé imprime des menaces et se confie à vous. Qu'allez-vous faire? Donc, c'est vraiment de plus en plus, surtout, moi je l'ai vu au 3e cycle, des fois on récupère des chicanes de cours d'école, mais qui se sont passées sur la toile virtuelle, tout ça. Donc, les enseignantes, on les met dans le contexte au niveau de leurs interventions. Vous utilisez un forum de discussion, un blog pédagogique, un de vos élèves y participe, mais de façon active, là, il écrit, etc. Le problème, c'est qu'il s'exprime dans un français inapproprié et fait énormément d'erreurs. Comment vous allez réagir? Êtes-vous responsable, vous, en tant qu'enseignante, d'un élève qui participe à un blog classe, mais que les propos ne sont pas adéquats? Alors, je leur dis que oui, ils sont responsables en tout temps, même si les propos ont lieu une fin de semaine. Donc, c'est eux qui doivent faire le retour. Donc, c'est des choses qu'on recadre avec les gens. Je leur fais un bref historique des réseaux sociaux. Avec les jeunes enseignantes, c'est des diapos sur lesquels je passe plus rapidement. Panorama des réseaux sociaux. Donc, je leur montre qu'il y en a plusieurs qu'on utilise fréquemment.
Flickr au niveau des photos. Je leur explique certains médias sociaux comme Facebook, des médias qu'ils connaissent déjà. LinkedIn, un genre de Facebook, mais au niveau professionnel où les gens déposent leur CV, Flickr pour les photos. Donc, je leur en montre que nous, on en connaît plusieurs, mais nos élèves en connaissent davantage. Donc, de toujours être à l'affût et que si on se décide de se lancer dans ça, il faut faire attention. Je leur disais justement qu'avant, les gens, pour se réseauter, hein, on parlait sur le balcon de l'église, c'est là que les gens pouvaient faire des mises au point, mais tranquillement, la radio, 38 ans, hein, ça a pris 38 ans pour avoir 50 millions d'utilisateurs, télévision, 13 ans, Internet, 4 ans, iPod, 3 ans, et Facebook, en 9 mois, on a eu 200 millions d'utilisateurs et je vous dis déjà que ma donnée est probablement erronée de plusieurs milliers de personnes. C'est en constante évolution. Je leur parlais des principaux réseaux sociaux. Je leur disais en fait que de plus en plus, les gens, pour envoyer notre CV, c'est justement des emplois qu'on peut justement appliquer ou postuler sur le poste, mais de façon virtuelle, des curriculums vitae en ligne. Et nos élèves, les élèves des jeunes enseignantes, c'est des élèves de la génération C et bientôt la génération Z qui va être définie, qui sont encore plus à l'affût de ça. L'utilisation pédagogique, donc c'est à ce moment-là quand je leur disais, qu'est-ce qu'on peut faire avec des réseaux sociaux? Amener les jeunes à faire preuve de sens critique, éthique et esthétique. Amener l'élève à produire des dossiers médiatiques, c'est des choses qui peuvent se faire, mais toujours en respectant les droits individuels et les droits collectifs. S'approprier un blog pour les élèves et à écrire tout en respectant les droits de tous. Je leur disais, comme exemple, moi, je veux faire un atelier en classe sur l'Ontario, mais il y a quelque chose de simple que je peux faire avec les réseaux sociaux. Je peux me mettre sur un Twitter avec des journalistes de l'Ontario et avoir directement les nouvelles qui entrent de façon ponctuelle, mais directement en lien avec un sujet précis. Donc, quand c'est bien structuré, c'est des choses qui peuvent être possibles. La suite, correspondre avec une classe venant d'un autre pays, probablement par FaceTime ou par Skype. On peut se voir, on peut faire des différents projets, donner son opinion, enrichir, discuter ouvertement des bienfaits, des méfaits, éduquer les élèves à faire une bonne utilisation des sites, être un modèle. Donc, la journée que j'ai donné la formation et qu'il y avait 9 enseignantes avec leur cellulaire, c'est à partir de ce moment-là, je dis être un modèle pour nos élèves. Puis, c'est quelque chose qu'il faut vraiment discuter dans le sens que pour eux, c'est naturel d'avoir un cellulaire. En fait, la réponse, c'est pas aussi dérangeant que lorsqu'on se passait des papiers en dessous du bureau. C'est un cellulaire, je ne dérange pas personne. Donc, de recadrer tout ça, de dire, oui, mais dans un contexte de travail, peut-être pas. Sûrement pas, en fait. Puis, mais c'est ça, d'être un modèle, de leur expliquer ce que vous accepteriez ça de vos élèves. Vous, l'utilisation du cellulaire, la fréquence que vous prenez vos courriels. Donc, c'est vraiment un bout de temps où on a discuté et où on a eu des bonnes discussions là, à ce sujet-là. En fait, ce qu'on veut, c'est les éduquer aux bons usages, mais éduquer avec les outils du jour. Tranquillement, l'École québécoise, on s'actualise. Les TBI, ou bientôt qu'on va appeler les TNI, vont entrer rapidement en classe. C'est facile d'avoir accès à tout ça, mais de faire le choix de la bonne méthode d'utilisation et de la bonne information. Je reviens, je fais un parallèle avec la formation éthique que je leur donnais en avant-midi. Je leur disais que nous, comme les policiers, comme les pompiers, comme on est 24 heures sur 24 en service, et en fait, pourquoi la population du Québec est si exigeante par rapport aux enseignants? On est tous allés à l'école. On a tous eu un enseignant qui nous a marqué, on a tous eu un enseignant pour qui ça a moins cliqué. Et puis, on est capable d'avoir un jugement, tout ça. Donc, c'est ça, je leur dis, vous êtes un modèle, mais tout le monde a eu un vécu différent avec l'école. Donc, d'où le pourquoi il faut vraiment être aux aguets. Les lois de l'instruction publique, donc je les revois avec eux, mais je fais un parallèle avec les réseaux sociaux. Je leur dis comment utiliser des bons moyens appropriés avec les réseaux sociaux. On connaît tous Facebook, mais il y a des blogs pédagogiques où il n'y a aucune annonce publicitaire, où les enfants ne sont pas sollicités. C'est vraiment un blog pédagogique où on peut écrire sans problème. Alors,
comment promouvoir la langue, la qualité de la langue française parlée et écrite, atteindre un haut degré de compétence professionnelle. Un élève qui écrit sur un blog et que son blog est lu par plusieurs va mettre d'efforts, va vraiment, il y a un aspect public, donc de vraiment se forcer, on peut le faire en grand groupe avec les TBI aussi, entre autres, au niveau du vocabulaire, etc., d'augmenter. On regardait avec les gens quelle est la pertinence des réseaux sociaux en classe. Alors, on peut communiquer, on peut réaliser des tâches avec ça, on peut partager des documents avec Google Documents. Et ceux qui ne connaissent pas, il y a Etherpad aussi que vous pouvez utiliser. En fait, vous pouvez projeter un texte et 16 participants de votre classe peuvent venir annoter. Et à chaque fois, exemple, vous annotez mon texte que j'ai projeté, bien, vos annotations vont être en rouge, vous vont être en jaune, etc. Donc, ça fait une participation active des élèves et ça utilise la nouvelle technologie. Rendre les élèves compétents à les utiliser dans la vie de tous les jours, mais de façon adéquate. Ouvrir les horizons. C'est rapide, on peut faire un voyage sur le monde à partir d'un sujet. Éveiller l'esprit critique face à une masse d'informations, mais bien la choisir. Évaluer la qualité de l'information. Puis ensuite, c'est que ça captive l'intérêt des garçons, les réseaux sociaux. Donc, on leur dit, vos garçons dans la classe, faites-les participer. Vous pouvez trouver des sujets vraiment là, pour les garçons. Puis les filles, automatiquement, vont embarquer les réseaux sociaux. C'est une nouveauté, tout ça. Puis les garçons ben, vont s'investir davantage. Une petite citation, ce que je sais, je le partage, ce que je ne sais pas, je le demande. Donc, les nouvelles enseignantes sont très, très habiles avec les nouveaux médias au niveau de l'éthique. On le voyait tout à l'heure en présentation d'ouverture. Hein? Ça fait partie, l'éthique, de notre quotidien. Ben, donc, eux ont peut-être besoin de nous demander des choses au niveau du contenu, au niveau de l'éthique, mais nous aussi, on peut leur demander aux nouvelles enseignantes de dire, ben, pouvez-vous nous donner un coup de main au niveau plus au niveau technique. Donc, c'est une citation que je trouve intéressante. Alors, les mises en garde, il y en a plusieurs. On parlait des mises en garde. Les élèves se préoccupent davantage de leur apparence, de l'opinion des autres. On dit, faites attention, quand vous utilisez les réseaux sociaux dans vos classes, les élèves ont vraiment un grand besoin d'acceptation. Sur Internet, les élèves vont prendre des risques. Hein. Pour eux, c'est vraiment abstrait, ils sont derrière leur ordinateur, ils peuvent écrire en code, on s'entend, hein? Ils écrivent en code des choses, ils n'ont pas nécessairement la conscience qu'à l'autre bout, il y a une personne, il y a des émotions. Donc, en tant qu'enseignante, on a vraiment un rôle éthique, puis on a un rôle par rapport à ça au niveau des différents effets que ça peut faire en classe. Et les élèves ont plus tendance à se conduire comme les autres, donc ils ont vraiment un effet d'entraînement. Vous avez ici une vidéo « Ados parler santé ». Je savais que plusieurs de mes amis faisaient des choses en ligne qui n'étaient pas toujours correctes, mais jamais je n'aurais pensé que je ferais la même chose. Ça a commencé avec mon meilleur ami qui nous montre la page web qu'il avait créée sur Facebook au sujet de Jeff. Alors, c'est un site, si jamais vous décidez de mettre en place cette formation-là, c'est un site avec lequel vous avez vraiment plusieurs vidéos chocs comme ça, autant sur l'intimidation, autant sur lorsqu'on met une photo en ligne. C'est perdu à tout jamais. Donc, je leur donnais des exemples. Vous décidez de partir en vacances avec votre famille, vous prenez des photos olé, bien, vos photos, là, vous perdez tout droit. C'est votre vie personnelle, mais il y a eu de la jurisprudence. Donc, on va vraiment dans des exemples de jurisprudence et on en a vécu et on en entend parler à travers différentes commissions scolaires. Une enseignante qui aurait marqué exemple, ça c'est un exemple aux États-Unis, de dire j'ai un nouveau contrat, tout ça, mais je suis en surveillance d'examen, je surveille une classe de futurs criminels. Donc, ces gens-là ont eu des conséquences à avoir dit des choses comme ça, où j'ai un contrat avec un groupe et mon groupe, bien, c'est une classe de Mongols. Donc, les parents ont vu des documents comme ça, des commentaires comme ça se passer sur Facebook, sur leur page complètement personnelle, mais ils ont eu des sanctions au niveau des commissions scolaires et pour ça que la commission scolaire, entre autres de Laval, est en train de mettre vraiment une ligne directrice qui va vraiment orienter tout ça et orienter aussi les conséquences ou les actes qu'on ne doit pas poser.
Alors, on dit que les élèves sont hypersensibles, se sentent facilement humiliés, sont très sensibles au jugement social. L'aspect affectif prend beaucoup de temps. Donc, si l'utilisation des réseaux sociaux en classe est mal gérée, mais l'élève va être beaucoup plus dans l'affectif, il ne sera pas nécessairement concentré aux apprentissages qu'on va vouloir passer. On va avoir manqué notre coup par l'utilisation du médium qu'on va utiliser. Les élèves affichent une pseudo-maturité. Ils disent « Ah oui, moi je le connais, je sais c'est quoi, tout ça. » Donc, l'impression d'être prêts plus qu'ils le sont réellement. Donc, les enseignants, on doit avoir aussi une conscience par rapport à ça. Et les élèves, pour avoir Facebook, entre autres, c'est 13 ans. Mais au 3e cycle, moi j'enseigne en 5e année et en 6e année. Je vous dirais que le 3/4 de ma classe ont un Facebook, et si ce n'est pas plus, et que la majeure partie des élèves n'ont pas lu les conditions d'utilisation, ils n'ont pas lu que la photo est perdue à tout jamais, etc. Donc, c'est des choses qu'en leur expliquant de ce qu'on va vivre avec nos élèves, je ne veux pas, ça regarde les choses pour les enseignantes débutantes. Les réseaux sociaux, c'est des lieux publics. La transmission de photos comporte des risques. Alors, je vais vous montrer un autre petit vidéo tout court d'Ado Parler Santé. Comme je disais tout à l'heure, les États-Unis ont pris une décision par rapport à ça et c'est venu d'un fait concret. En 2006, il y a une mère d'une élève, en fait, une chicane de filles dans une classe toute banale, deux filles qui chicanent. La mère d'une des amies dit « OK, je vais faire un faux profil MySpace », parce qu'aux États-Unis, c'est beaucoup MySpace, sur ton amie, la dégradant, tout ça. C'est l'exemple de Megan Miller. Alors, la petite fille dont la mère de l'autre copine a fait un profil MySpace dégradant, humiliant, etc., à 13 ans, elle a décidé de se suicider parce que la pression était trop énorme. Et puis, c'est à partir de cet exemple-là que les États-Unis ont décidé de faire une loi, que la Chambre des représentants ont voté en 2006, que c'était interdit MySpace, livre-journal, Facebook dans les classes. Mais là, tranquillement, les études démontrent que c'est mieux de leur montrer comment bien l'utiliser, comment bien canaliser l'énergie. Même chose, il y a une enseignante qui a googlé, si on peut dire le nouveau verbe, qui a tapé sur Google, en fait, le nom de son école et qu'elle a vu des élèves justement en train de se battre, en train de se questionner quelle est la meilleure technique de combat, tout ça. Donc, de faire attention vraiment par rapport, il y a des mises en garde à faire. Et ça peut aller jusqu'à un élève dire, le pire moment de la journée, c'est quand je dois trouver le courage d'aller à l'école. Parce que ce qui se passe sur le monde virtuel vient directement interagir avec le monde scolaire. D'où il faut être outillé, d'où il faut prendre des positions, il faut savoir comment on aborde le tout. Je leur dis qu'en affichant du contenu utilisateur, on accorde automatiquement aux entreprises une licence mondiale, irrévocable, perpétuelle, entièrement payée, leur permettant d'utiliser, de copier, d'exécuter, d'afficher publiquement, de reformater, de traduire. Donc, tout ce qui se passe sur la toile virtuelle, vous donnez ça à qui veut bien l'utiliser et dans la façon dont bon lui semble. Donc, c'est important, il faut bien faire attention quand on fait des blogs avec nos élèves. Justement, une photo de famille peut se retrouver sur un panneau publicitaire sans qu'on en ait justement pris conscience. Je leur donne des exemples véritables comme je viens de vous faire aujourd'hui. Ça favorise des échanges, ça favorise des discussions. Les nouvelles enseignantes viennent nous voir ensuite ou viennent me voir et dire « Geneviève, j'ai une photo, je devrais peut-être l'enlever. Je suis dans un milieu scolaire, je suis enseignante, je tiens une bière, puis oui, tu devrais l'enlever. » Donc, de leur expliquer. Puis là, tranquillement, ils prennent conscience. Puis là, ça retourne jusqu'à nos discussions de l'avant-midi où on parlait d'éthique, de dire, finalement, mon choix personnel n'est peut-être pas nécessairement éthique par rapport à ma profession. Donc, ça amène des prises de conscience, des réactions, des discussions. Et ça vient aussi à compléter, en fait, une poursuite à cette formation-là en leur disant, vous avez une identité numérique. Chaque personne ici dans la salle, on a une identité numérique et ça fait partie du devoir de l'enseignant de montrer à leurs élèves, de se bâtir une bonne citoyenneté numérique. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment de dire qu'il y a des éléments qui sont composés de 4 catégories. Il y a des éléments d'identification. Donc, les élèves, quand vous avez un mot de passe, un numéro, une adresse IP, un courriel, un nom d'usager, c'est personnel.
de ne pas le partager. Des données, donc administratives, bancaires. Donc, ça fait partie de notre rôle d'enseignant, de les éduquer à travers ça. Des signes de reconnaissance, des avatars. Qu'est-ce qu'un avatar? Juste avec la puce Nike, ceux qui font du jogging, etc., on peut se créer un petit bonhomme qui nous ressemble. Mais c'est que tu donnes des informations sur toi-même avant même de t'en rendre compte. Ensuite, des traces numériques, contribution à des blogs, autres systèmes, gestion de contenu, liens. Une enseignante qui participe à des blogs complètement pas en lien avec la profession peut se faire réprimander par sa commission scolaire. Tout ça, si les blogs ne sont pas adéquats, parce qu'on est 24 heures sur 24 supposés d'être des modèles. Et il y a eu des cas de jurisprudence pour ça. Donc, on aborde avec elle. Et on vient avoir les 10 façons d'utiliser les réseaux sociaux de manière efficace dans les écoles. Premièrement, développement professionnel. On peut rejoindre la communauté. Le fait d'avoir un site soit virtuel où les parents peuvent venir communiquer. Il y a des enseignantes de maternelle qui ont fait des blogs à partir de dessins, de dire je mets le dessin d'un enfant, les parents peuvent venir compléter, venir marquer des mots, c'est interactif. Suivi scolaire et devoirs, favoriser la communication entre parents. L'apprentissage à distance. On peut faire l'évaluation formative. Il y a des enseignants qui utilisent les réseaux sociaux qui viennent mettre un genre de mini-test en ligne. Les élèves viennent y répondre. Je ne comprends pas. Ça devient un défi. C'est une pratique. Donc, il y en a qui ont essayé ça. Ensuite, apprentissage collaboratif. On parlait d'un texte tout à l'heure où on peut venir argumenter, où on peut venir modifier, on peut venir élaborer nos idées en grand groupe. Et souvent, ce qu'on remarque, c'est que les garçons, les plus timides, souvent les timides qui ne lèvent pas nécessairement la main, si c'est fait à partir d'un média, ils vont beaucoup plus s'exprimer, vont davantage participer, puis ça ouvre un peu leur coquille. Mettre en lien avec des collègues, intégrer la réalité dans son enseignement. En fait, nos élèves présentement qu'on forme vont vivre dans un monde comme ça. Le marché du travail est orienté comme ça. D'où le pourquoi on veut plus instruire, socialiser à travers les médias sociaux que d'interdire. On arrive avec nos rôles, nos responsabilités, mais les élèves aussi ont une responsabilité. Donc, je leur dis, en tant qu'enseignante, vous devez dire à vos élèves quelles sont vos attentes quand vous utilisez ça en classe. Mettre ça clair avec les parents. Donc, la responsabilité des enseignantes, je ne les lirai pas tous, mais vous pouvez voir, là, jamais écrire le nom de famille d'un élève sur un travail. Quand j'ai fait ma recherche, j'ai appris, en fait, que lorsqu'on prend une photo d'élève, on sait qu'on peut prendre une photo d'élève si on a la permission en début d'année scolaire. Par contre, on ne met pas le nom de famille. Mais de revalider en cours d'année. Des fois, on prend pour acquis que la permission du début d'année est bonne pour toute l'année. Je donne l'exemple, j'ai publié un livre avec mes élèves et l'élève, entre autres, parlait justement d'une situation familiale, les parents séparés qui ne sont pas nécessairement toujours en bonne entente. Papa, tu parles bizarre à maman. Maman, des fois, tu n'emploies pas les bons mots. Puis, j'avais eu l'autorisation pour tout publier. Mais j'avais un profond malaise à publier ce texte-là dans le recueil de textes qui était ouvert à tous. Donc, c'est important. Même chose, les photos, de toujours revalider. La permission de début d'année est bonne, mais d'avoir un jugement critique face au travail qu'on veut effectuer. Et puis ensuite, pour les photos, d'avoir 3 élèves sur la photo. Au niveau légal, c'est ce qui est de mieux, d'avoir 3 visages, puis de dire pas de nom de famille, on ne sait pas qui est lequel. Donc, pour protéger lorsque ça se trouve sur la toile virtuelle. Alors, si vous êtes autorisé à afficher des photos, on va vérifier que le nom d'étudiants n'apparaisse pas au complet. Si un élève veut créer un site Internet, ça doit être fait dans un objectif de cours, lié à une page personnelle. Alors, si vous faites un réseau social, puis votre élève dit « Oui, je vais relier ton site personnel parce que, mon Dieu, que c'est bien fait », mais dites-vous que l'élève peut changer son site qui est si bien fait par un site qui est d'un tout autre sujet à tout moment et que vous ne serez pas averti si le lien est fait sur la page web de l'école. C'est des choses qu'il faut prendre en compte. Informer les parents dès le début de l'année que les enseignants désirent utiliser ces médiums-là, quoi faire aussi. Donc, j'arrivais après à une petite activité avec les enseignantes en leur disant, vraiment avec des lois, de la jurisprudence, et leur dire comment minimiser les risques reliés au portfolio numérique. Donc, je leur donnais, en fait,
dans une petite enveloppe des textes de loi vraiment prédéterminés. Je vous donne un exemple. J'en donnerai pas un trop long. Dès lors que l'on exerce un contrôle sur les messages, on en répond. Par conséquent, si on laisse passer des messages illicites, on est a priori responsable, sauf à démontrer qu'on n'avait aucune raison de douter de la validité du message. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un élève écrit la fin de semaine des bêtises, l'enseignant est tenu responsable. Donc, à quel endroit je viens situer ça? Est-ce que c'est une atteinte à la réputation? Est-ce que... Donc, on venait vraiment recadrer un geste concret qui peut se passer avec l'utilisation des réseaux sociaux et on venait le mettre par rapport à une loi qui est vraiment existante. Si vous voulez aussi vous référer, il y a un site Internet vraiment bien fait qui s'appelle Droit sur Internet. Vous avez toutes les lettres déjà prédéterminées. Vous avez des outils avec lesquels vous pouvez encadrer vos enseignantes là, pour avoir une bonne utilisation. Donc, c'est une activité qui était vraiment pertinente et où on a appris beaucoup de choses. Moi-même, à la fin de ma présentation avec les enseignantes, je leur donne vraiment des modèles de lettres déjà prédéterminés. Il y a le site aussi, vous pouvez aller voir, c'est lagrandeporteouverte.com. C'est des documents, moi je les donne à mes parents en début d'année, en rencontre de parents. C'est, en fait, il y a même le jargon utilisé par nos ados expliqué aux parents. On a un contrat d'utilisation élève-école. C'est des documents là, qui sont bien faits, qui sont utilisables quasiment clé en main en classe. C'est des documents qui viennent de l'Alberta, mais bien composés. Alors, des exemples de sanctions. Si vous êtes membre de la direction, c'est important de savoir qu'est-ce que vous faites si ça se produit dans votre école par rapport à l'enseignante, est-ce que vous en avez discuté, etc. Par contre, moi, ce que j'ai fait ajouter à mon code de vie, parce que de donner la formation, j'ai réalisé qu'en discussion, en rencontre école, que notre code de vie n'était pas actualisé aux nouvelles technologies. Donc, j'ai tenu vraiment à ce que ce soit ajouté et ce que ce soit modifié. Mais il y a aussi, en fait, il y a le cadre de l'école, mais il y a aussi les lois. Les lois qui nous régissent, qu'on a vu tout à l'heure en début en éthique. Donc, dans le cas de communication menaçante, de destruction volontaire ou de violation grave, les étudiants peuvent encourir à d'autres conséquences, incluant le signalement aux autorités chargées de l'application des lois. De leur dire qu'on a un rôle, l'école, mais il y a d'autres gens qui viennent nous aider à travers ça. Et dans des animations classe, souvent les policiers peuvent venir même au niveau cyber-intimidation, intimidation. Donc, c'est un sujet de formation qui touche à plusieurs domaines scolaires. Finalement, avant de publier, l'enseignant doit faire quoi? Bien, faire signer une politique d'utilisation, soit par la commission scolaire, s'il y en a une dans votre milieu, ou de s'en faire une. Est-ce que d'utiliser l'autorisation des parents? À chaque fois que vous désirez publier un travail, il faut l'accord des élèves, l'accord des parents. Et qu'est-ce que devraient contenir ces lettres-là? Premièrement, la personne doit déclarer qu'elle l'a lu, accepter sa responsabilité en tant que parent, en tant qu'élève, déclarer qu'il la comprend et convenir de la nécessité d'assurer à l'élève une formation continue et adéquate. Donc ça, c'est des choses, si vous suggérez en allant voir le site Droit sur Internet, les lettres, ça contient ça. Par contre, si l'enseignante veut en bâtir, c'est ce que doit contenir une lettre pour qu'elle soit efficace et bien utile. À la fin de la présentation, c'est des documents que je leur redonne. Je leur donnais, en fait, cyberconseil à l'intention de la population enseignante. Vous pouvez taper ce titre-là sur Internet et vous allez trouver vraiment un document complet. Cyberconseil à l'intention de la population enseignante. Donc, vous avez tout ça, c'est vraiment pour les enseignants. Il y a des rappels. Connaissez-vous vos droits, vos responsabilités. Faites preuve de professionnalisme. Faites preuve de prudence. Soyez disposés à agir. Donc, c'est des documents importants. Et il y a des sites Internet qui sont bien faits pour les élèves, pour que les élèves apprennent à être prudents sur le réseau Éducation Média. Vous avez des activités comme pirate de la vie privée. Donc, l'enseignant peut aller au laboratoire informatique, faire travailler ses élèves et justement bâtir leur identité numérique et la prudence au niveau de tout ça. Vous avez aussi grandeporteouverte.ca. Et ce qu'on a fait, j'ai bâti avec à force de fouiller sur Internet, tout ça, un bottin de ressources disponibles. Donc, vous pouvez leur bâtir un bottin
que vous leur remettez, mais vraiment avec différentes adresses Internet déjà toutes bâties pour les parents, pour les enseignants, pour les enfants. Donc, de mettre ça dans un condensé que vous remettez à vos jeunes, aux enseignantes débutantes ou en insertion professionnelle, ça peut être un outil très agréable et adéquat. Donc, je vous remercie d'avoir assisté. C'est la première fois que je le ferai dans un contexte comme ça. Merci.